Ce soir-là, quand Isabelle m'a passé la bague au doigt dans ce restaurant de Lyon que son père avait réservé 6 semaines à l'avance, je souriais. Je souriais parce que c'est ce qu'on fait dans ces moments-là. Mais dans ma tête, derrière mes yeux, il y avait un dossier. Un dossier de 42 pages que j'avais imprimé la veille au bureau, glissé dans mon attaché case et que je n'arrivais pas à oublier. Je savais déjà. Et pourtant je continuais à sourire. C'est peut-être ça la définition de la lâcheté. Je m'appelle Thomas Merlet. J'ai 41 ans, je suis auditeur interne dans une PME spécialisée dans la distribution de matériaux de construction et je vis seul depuis 18 mois dans un appartement de 62 mètres carrés à Villeurbanne, avec pour seule compagnie un chat que ma mère m'a offert pour que tu ne te sentes pas trop seul, ce qui résume assez bien où j'en suis. Je ne vous raconte pas ça pour vous faire pitié. Les Français n'aiment pas la pitié, et moi encore moins que les autres. Je vous raconte ça pour que vous compreniez d'où je parle, parce que cette histoire, je l'ai tournée et retournée dans tous les sens depuis 18 mois, et je commence seulement à trouver les mots pour la dire sans avoir envie de cogner quelque chose. Tout a commencé il y a un peu plus de 2 ans. Enfin, commencer, c'est une façon de parler. Les choses avaient commencé bien avant, j'en suis convaincu maintenant. Mais moi, je les ai découvertes il y a 2 ans, en faisant mon travail. C'est important, ça, en faisant mon travail. Parce que la suite, certains vont me dire que je l'ai cherché, que j'aurais pu fermer les yeux, que tout le monde le faisait. Peut-être. Mais moi, je ne savais pas faire autrement. J'avais rejoint la société Bâtiment Rhône 3 ans auparavant. 142 salariés, un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros, une réputation correcte dans la région. Le directeur général s'appelait Bernard Chalvet. 62 ans, grand, les cheveux blancs, une façon de vous regarder qui donnait l'impression qu'il évaluait en permanence ce que vous valiez. Le genre d'homme qui vous serre la main trop longtemps et qui sourit avec la bouche mais pas avec les yeux. Je ne l'aimais pas beaucoup. Mais dans une entreprise, on n'est pas obligé d'aimer son patron. On fait son travail, on rentre chez soi, on passe à autre chose. Le problème, c'est qu'en tant qu'auditeur interne, mon travail consistait précisément à regarder là où les autres ne regardaient pas. Et Bernard Chalvet avait eu la très mauvaise idée de m'embaucher. La première anomalie, je l'ai vue presque par hasard. C'était en novembre, lors d'un audit de la comptabilité fournisseur. Une facture d'une société de conseil qui revenait régulièrement, tous les 2 mois, depuis 4 ans, toujours le même montant, 18 000 € hors taxe. Société SCS Conseil, domiciliée à Annecy. Rien d'alarmant a priori. Beaucoup d'entreprises font appel à des consultants externes. Sauf que quand j'ai cherché à récupérer les livrables correspondants, les rapports, les études, les préconisations pour lesquelles on payait 18 000 € tous les 2 mois, il n'y en avait pas. Enfin si, il y en avait, mais ils étaient vagues au point d'en être absurdes. 5 pages de généralité sur l'optimisation de la chaîne logistique et les enjeux de la digitalisation dans le secteur du BTP. Le genre de truc qu'on peut écrire en 2 heures avec un café et un peu de mauvaise volonté. J'ai creusé, c'est ce que je fais. J'aurais peut-être dû m'arrêter là, ne pas creuser, classer le dossier dans la catégorie « à surveiller » et passer à autre chose. Mais j'avais cette mauvaise habitude d'aller jusqu'au bout des choses. SCS Conseil. J'ai regardé les statuts de la société, disponibles au greffe du tribunal de commerce. Constitué en 2018, gérant, un certain Patrick Chalvet. Chalvet, comme Bernard Chalvet, le directeur général. Pas une coïncidence. Patrick Chalvet était son neveu. Je suis resté un long moment à fixer mon écran ce soir-là. Il était 19 heures passées, le bureau était presque vide. Dehors, il pleuvait sur Lyon avec cette bruine têtue de novembre qui s'insinue partout. J'avais une bouteille d'eau sur mon bureau et je buvais sans avoir soif. 9 facturations sur 4 ans, 18 000 € l'unité, soit 162 000 € versés à une société appartenant au neveu du directeur sans contrepartie réelle identifiable. C'était de la soustraction frauduleuse. Ça, j'en étais à peu près certain. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce n'était que le début. Il faut que je vous parle d'Isabelle. Parce qu'autrement, vous ne comprendrez pas pourquoi cette histoire m'a coûté ce qu'elle m'a coûté. J'avais rencontré Isabelle Chalvet 19 mois avant tout ça, dans un contexte qui avait tout d'un mauvais film.
Une soirée d'entreprise, l'open bar du vendredi soir que Bernard Chalvet organisait 2 fois par an au restaurant La Marquise, sur les quais de Saône. Je n'aimais pas ces soirées. Trop de bruit, trop d'alcool, trop de dynamisme forcé. Mais j'y allais parce que ne pas y aller aurait fait mauvais effet. Isabelle, elle, était venue accompagner son père. Elle n'avait rien à voir avec Batimarone. Elle était kiné, elle avait son cabinet à Caluire. Elle était là par hasard, parce que son père lui avait demandé de passer le chercher en voiture après les pots qui suivraient. Elle buvait une eau pétillante et regardait la salle avec cet air légèrement amusé de quelqu'un qui observe une espèce animale qu'il ne pratique pas. On s'est retrouvés côte à côte au buffet. Elle a fait une remarque sur les mini-quiches. J'ai répondu quelque chose. On a parlé pendant 2 heures. Chers auditeurs, je sais que ça paraît simple dit comme ça, mais ces 2 heures, c'était les 2 heures les plus naturelles que j'avais passées avec quelqu'un depuis longtemps. Isabelle avait cette façon de vous regarder comme si ce que vous disiez l'intéressait vraiment, pas par politesse, vraiment. Elle était directe sans être agressive, drôle sans essayer de l'être. Et sous la légèreté, il y avait quelque chose de solide, quelque chose d'ancré. J'avais eu des histoires avant elle, quelques-unes sérieuses, d'autres moins. Mais avec Isabelle, dès le début, c'était différent. J'avais l'impression de ne pas avoir besoin de me construire une façade. On s'est revus la semaine suivante, puis tous les week-ends. Après 6 mois, elle avait un tiroir dans mon appartement. Après 1 an, la moitié de la penderie. Le problème, et je l'avais vu dès le départ, je ne vais pas prétendre le contraire, c'était son père. Bernard Chalvet n'était pas le genre d'homme qui laisse sa fille à quelqu'un sans avoir d'abord établi clairement la hiérarchie. Il m'avait reçu à dîner chez lui 2 fois, à Écully, dans cette maison trop grande, avec ce jardin trop bien entretenu. Il m'avait posé des questions sur ma formation, sur mes projets, sur ce que je comptais faire de ma vie. Il m'avait regardé de cet œil évaluateur qui ne m'avait jamais mis à l'aise. Il n'avait pas dit qu'il ne m'aimait pas, il était bien trop habile pour ça. Mais il y avait dans sa façon de me parler quelque chose qui ressemblait à de la condescendance, comme si j'étais un candidat à un poste qui ne m'était pas destiné. Isabelle le voyait. Elle n'en parlait pas directement. On ne me parle pas de ça en famille, vous connaissez. Mais parfois, après un dîner, dans la voiture sur le chemin du retour, elle soupirait d'une certaine façon. Et ce soupir valait un long discours. Je m'étais dit, ça viendra. Les beaux-pères sont comme ça prend du temps. Je ne savais pas encore que le temps n'était pas le problème. En décembre, j'ai élargi mes recherches. Je n'avais pas encore dit un mot à qui que ce soit. Pas à ma responsable hiérarchique directe, une femme que j'appréciais mais qui était depuis longtemps dans l'orbite de Chalvet. Pas à la direction des ressources humaines. Pas à Isabelle, surtout pas à Isabelle. J'avais un dossier, je constituais des preuves. Et pendant ce temps-là, je continuais à déjeuner avec Isabelle le jeudi midi, à aller au cinéma le samedi soir, à faire semblant que tout allait bien. C'était épuisant. Je dormais mal. Je buvais mon café le matin en regardant les documents sur mon ordinateur personnel. Jamais sur le poste professionnel, je n'étais pas stupide. Et je pensais, jusqu'où ça va? La réponse, plus loin que je ne l'imaginais. SCS Conseil n'était que le premier niveau. Il y avait aussi des marchés passés en gré à gré avec des entreprises appartenant à des proches de Chalvet, sans mise en concurrence réelle, en violation manifeste des procédures internes. Des frais de représentation gonflés de façon systématique, des notes de frais validées pour des déplacements qui n'avaient jamais eu lieu, et, le plus grave, des commissions occultes versées à Chalvet en échange de l'attribution de marchés importants à 2 entreprises régionales. J'avais des relevés, des virements, des mails qu'il ne fallait pas écrire mais que les gens écrivent quand même, parce qu'on oublie que les mails restent. Des copies de factures, des extraits de comptes professionnels auxquels j'avais accès dans le cadre de mes fonctions. En janvier, le dossier faisait 87 pages. C'est à ce moment-là qu'Isabelle m'a demandé si ça allait. On était chez elle un dimanche soir, après le repas. Son appartement à Caluire, petit et bien rangé, avec ses plantes vertes et ses livres sur les étagères et cette odeur de propre qu'elle avait partout. On regardait quelque chose à la télé,
un truc que je n'écoutais pas. Et elle a posé sa main sur la mienne et elle a dit « Thomas, ça va ?» Il y avait dans sa voix quelque chose de doux et de précis à la fois. Elle savait qu'il y avait quelque chose. Elle ne savait pas quoi. J'ai dit que oui, que j'étais juste fatigué, période chargée. Elle m'a regardé 2 secondes de plus que nécessaire, puis elle a hoché la tête et on a continué à regarder la télé. J'aurais pu lui dire. Peut-être que j'aurais dû. Peut-être que si j'avais tout posé sur la table ce soir-là, on aurait trouvé quelque chose ensemble. Peut-être. Je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est que je ne lui ai pas dit. Parce que j'avais peur. Pas de lui dire la vérité. J'avais peur de ce que cette vérité allait faire à nous deux. En février, Bernard Chalvet a invité toute la famille à dîner. Ses 2 enfants, Isabelle et son frère Stéphane, qui travaillaient dans la restauration à Marseille, les conjoints respectifs, la mère d'Isabelle dont il était séparé mais avec qui il avait gardé de bonnes relations, ce qui, dans le langage bourgeois de province, signifie qu'ils se toléraient lors des occasions familiales, et moi. C'était un samedi soir, restaurant Léon de Lyon, table réservée pour 8 personnes. Bernard Chalvet était arrivé avec 10 minutes d'avance, ce qui signifiait qu'il avait attendu que nous soyons tous là pour entrer. Il portait un costume bleu marine et une cravate bordeaux. Il avait l'air satisfait de lui-même, plus que d'habitude. À mi-dîner, il a levé son verre et a regardé Isabelle puis moi, et il a dit, avec ce sourire qui n'atteignait jamais les yeux, « Alors les enfants, on attend quoi ?» Il y a eu un silence. Isabelle m'a regardé, et dans ce regard, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une question et à une prière en même temps. J'avais le dossier dans la tête, 87 pages, 162 000 € et des virements et des factures et des mails. J'ai pris la main d'Isabelle, j'ai dit « On y pense ». Bernard Chalvet a hoché la tête avec satisfaction, et j'ai souri, et tout le monde a souri, et quelqu'un a commandé du champagne. 3 semaines plus tard, Isabelle et moi étions fiancés, dans ce restaurant que son père avait réservé, avec la bague qu'elle choisissait depuis des mois et que j'avais achetée sans lui dire. C'était un mardi soir, et dehors Lyon brillait de ces 1000 lumières qui font que cette ville peut vous sembler belle et douce, même quand vous avez le cœur qui se serre. Elle était heureuse, vraiment heureuse. Je l'avais rarement vue comme ça, cette légèreté dans les gestes, ce sourire qui ne s'arrêtait pas. Elle a appelé sa mère depuis les toilettes du restaurant. Elle pleurait un peu en raccrochant. Et moi j'étais assis en face d'elle avec mon verre de champagne, et je pensais au dossier. Vous savez ce que c'est, vous, d'avoir une vérité sur vous qui pèse des tonnes et de ne pas savoir quoi en faire ? D'être heureux et malheureux exactement au même moment, pour des raisons exactement opposées ? C'est ça ma vie en février de cette année-là. J'ai mis encore 2 mois à me décider. 2 mois pendant lesquels j'ai continué à constituer le dossier, à vérifier les chiffres, à dormir 3 ou 4 heures par nuit, à sourire au dîner du dimanche chez Bernard Chalvet. Parce qu'il y avait des dîners du dimanche maintenant. Depuis les fiançailles, Bernard Chalvet avait décidé qu'il m'acceptait dans la famille. Ou peut-être qu'il avait décidé de m'observer de plus près, je ne suis toujours pas sûr. Il y avait ces repas du dimanche à Écully, la grande table en chêne, le rôti que sa compagne du moment préparait, le vin qu'il choisissait lui-même dans sa cave avec une ostentation tranquille. Et Bernard Chalvet qui parlait de sa carrière, de ses amis dans la préfecture, de ses relations avec un tel ou un tel, qui se montrait généreux, cultivé, irréprochable. Et moi en face de lui, qui mangeait son rôti et qui buvait son vin et qui savait. La rupture est venue d'un endroit inattendu. En avril, un collègue, Jérôme, responsable comptable, un homme que j'estimais, est venu me trouver dans mon bureau. Il avait l'air mal à l'aise. Il s'est assis, il a regardé la porte fermée et il m'a dit « Thomas, il faut qu'on parle ». Il avait lui aussi vu quelque chose. Pas autant que moi, il n'avait pas accès au même niveau d'information, mais il avait vu. Et il avait peur. Et il voulait savoir ce que je comptais faire. Parce que moi, m'a-t-il dit, j'ai une femme et 2 gosses. Je ne vais pas risquer mon poste pour ça. Mais toi ? Il n'a pas fini sa phrase. Il n'avait pas besoin. J'ai réfléchi 3 jours. J'ai marché le long du Rhône un après-midi. J'ai cette habitude de marcher quand je réfléchis, ça aide. J'ai pensé à Isabelle.
J'ai pensé à Bernard Chalvet assis en face de moi le dimanche. J'ai pensé aux employés de cette boîte qui travaillaient honnêtement pendant que leur patron se servait. Et j'ai pensé à quelque chose que mon père m'avait dit une fois. Mon père qui avait été ouvrier toute sa vie dans une usine de papier à Grenoble et qui avait une façon de voir les choses qui avait peu à voir avec les grandes écoles et beaucoup à voir avec le monde réel. Il m'avait dit « Thomas, le problème avec les compromis, c'est que tu sais jamais où tu t'arrêtes. » Il avait dit ça à propos d'autre chose, mais ça s'appliquait là aussi. J'ai appelé le conseil d'administration. Pas Bernard Chalvet, le président du CA, un homme que je n'avais jamais rencontré, mais dont j'avais le numéro dans le répertoire interne. Il s'appelait René Portier, 68 ans, retraité de l'industrie textile. Je lui ai dit que j'avais des informations importantes à lui communiquer concernant la gestion de l'entreprise. Il y a eu un silence. Puis il m'a dit « Venez me voir demain matin ». Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai regardé le plafond de mon appartement jusqu'à 4 heures du matin, puis je me suis levé, j'ai fait du café, j'ai relu le dossier pour la 20e fois. Il était impeccable. 87 pages, organisées, sourcées, documentées. Les chiffres étaient là, les virements étaient là, les mails étaient là. Ce que je n'avais pas encore fait, c'était prévenir Isabelle. J'aurais dû le faire avant, je le savais. Mais chaque fois que j'essayais de trouver les mots, il n'y en avait pas. Comment dire à quelqu'un « Je m'apprête à détruire ton père ». Comment dire ça à la femme que tu aimes 2 mois après vos fiançailles? Je lui ai envoyé un message à 6 heures du matin. « On peut se voir ce soir? C'est important. » Avec ce genre de message, elle allait s'inquiéter toute la journée, je le savais. Mais je n'avais pas trouvé mieux. La réunion avec René Portier a duré 2h30. Il a écouté, il a posé des questions précises, sans s'agiter, sans élever la voix. Un homme de l'ancienne école qui avait l'habitude de recevoir de mauvaises nouvelles sans les laisser paraître. À mi-réunion, il a appelé l'avocat du CA sur son téléphone et lui a demandé de venir. L'avocat est arrivé 20 minutes plus tard, a lu les 50 premières pages du dossier debout devant la fenêtre et a dit « C'est sérieux ». René Portier m'a regardé. Il m'a demandé depuis combien de temps je savais. Je lui ai dit. Il a hoché la tête d'une façon que je ne saurais pas décrire. Quelque chose entre l'approbation et quelque chose de plus lourd. Il m'a dit « Vous avez bien fait de venir ». Il m'a aussi dit autre chose que je n'attendais pas. Il m'a dit « Vous êtes le gendre de Chalvet, c'est ça ?» J'ai dit que nous étions fiancés, oui, avec sa fille. Il a regardé ses mains un moment. Puis il a dit « C'est courageux ». Je n'ai pas répondu. Courageux ou stupide, à ce stade, je n'aurais pas su faire la différence. Le soir, j'ai retrouvé Isabelle dans un café près de chez elle. Elle était déjà là quand je suis arrivé, les mains autour d'une tasse de thé, le visage tendu. Elle avait passé la journée à imaginer quoi, je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait pensé que je voulais rompre. Peut-être qu'elle avait pensé à quelque chose de médical. Peut-être qu'elle n'avait pensé à rien de précis et que l'angoisse était restée diffuse et pesante. Je me suis assis. J'ai commandé un café que je n'allais pas boire. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tout dit. Elle ne m'a pas interrompu. C'est ce qui m'a frappé. Elle n'a pas dit un mot pendant que je parlais. Elle m'a regardé, les mains toujours autour de la tasse, et elle a écouté. Et à mesure que je parlais, quelque chose se modifiait sur son visage. Pas une expression précise, plutôt une qualité de la lumière dans les yeux. Quelque chose qui s'éteignait lentement. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence très long. Le café était bruyant autour de nous. Des gens qui riaient, une machine à expresso, de la musique en fond. Ce bruit ordinaire qui rend les silences encore plus silencieux. Puis elle a demandé « Tu as remis le dossier ce matin ?» J'ai dit que oui. Elle a dit « Et tu ne m'en as pas parlé avant ?» Ce n'était pas une question, c'était un constat. Et dans ce constat, il y avait tout. La trahison, l'incompréhension, le fait que je l'avais tenue à l'écart pendant des mois d'une décision qui allait changer sa vie. J'ai dit que j'avais voulu la protéger. Elle a eu un petit sourire amer, le genre de sourire qu'on fait quand on ne peut pas encore pleurer. Me protéger, oui, c'est ça. La mise à pied de Bernard Chalvet a eu lieu 4 jours plus tard.
suspension provisoire dans l'attente d'une procédure disciplinaire et d'un dépôt de plainte auprès du parquet de Lyon. L'avocat du CA avait travaillé vite. J'appris la nouvelle par un mail interne, un mercredi matin à 9h12. Un mail laconique, sibyllin, qui ne mentionnait ni le nom de Chalvet, ni les raisons. Pour des raisons organisationnelles, la direction générale sera assurée par intérim par... Le genre de communication qui dit tout et ne dit rien. À 9h23, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. J'ai répondu. C'était Bernard Chalvet. Je ne vais pas vous répéter tout ce qu'il a dit. Certains mots n'ont pas besoin d'être répétés. Ce que je peux dire, c'est que pendant les 8 minutes que cette conversation a duré, j'ai tenu le téléphone sans bouger, debout devant ma fenêtre avec vue sur le parking, et j'ai laissé passer. Parce que quelque chose dans sa voix, derrière la fureur, derrière les menaces, derrière l'humiliation, il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Il a raccroché sans que j'aie dit un mot. J'ai posé mon téléphone sur le bureau. J'ai regardé le parking. J'ai pensé, c'est fait. Isabelle a appelé 2 heures après. Sa voix était différente de ce que je connaissais, blanche, comme extraite de toutes couleurs. Elle m'a dit que son père lui avait tout raconté, que sa version et la mienne n'étaient pas les mêmes, surprise. Que selon lui, j'avais monté un dossier à charge, que j'avais interprété des éléments, que c'était une vendetta, que... Je l'ai laissé parler. Puis j'ai dit, doucement, « Isabelle, tu sais que ce n'est pas vrai. » Elle a dit, « Je ne sais rien, Thomas. Je ne sais plus rien. » Il y a eu un silence. Puis, « Je ne peux pas te voir ce week-end. » J'ai dit, « D'accord. » Elle a raccroché. Le week-end s'est passé, puis la semaine suivante. Isabelle répondait à mes messages avec un délai qui s'allongeait. Ses réponses raccourcissaient. On se voyait de moins en moins. Et dans les rares moments où on se voyait, il y avait entre nous quelque chose de nouveau, une distance, une précaution, comme si on marchait sur un sol dont on n'était plus sûr qu'il tiendrait. Son frère Stéphane m'a envoyé un message, court. « Je ne sais pas ce que tu voulais prouver. Tu as brisé une famille. Bravo. » J'ai mis longtemps à répondre. Finalement, je n'ai pas répondu. Il y a des messages qui ne demandent pas de réponse. Ils demandent juste à être reçus. La procédure a duré 10 mois. Dépôt de plainte, instruction, renvoi en correctionnel. Bernard Chalvet avait pris un très bon avocat, un pénaliste parisien connu, le genre qui facture à des tarifs que je ne voudrais pas calculer. Il a essayé plusieurs stratégies, contester la légalité du dossier, mettre en cause les méthodes d'investigation, tenter de me faire apparaître comme un lanceur d'alerte motivé par une rancœur personnelle. Cette dernière tentative a été la plus pénible. L'avocat avait découvert, je ne sais pas comment, que mes relations avec Chalvet s'étaient dégradées lors d'un dîner où il m'avait adressé des remarques désobligeantes sur mes origines sociales. Ma famille grenobloise, mon père ouvrier, le fait que j'avais fait un IUT avant ma licence comptable. Il avait essayé d'en faire une animosité personnelle. J'avais failli perdre mes nerfs à ce moment-là. Heureusement, René Portier et l'avocat du CA avaient témoigné clairement. J'avais fait mon travail, les faits étaient incontestables, la documentation était irréprochable. Bernard Chalvet a été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, et a restitué les sommes détournées, estimées par le tribunal à 260 000 € sur l'ensemble de la période. Il a aussi été frappé d'une interdiction de gérer pendant 5 ans. Jérôme, mon collègue comptable, avait finalement témoigné lui aussi. Il m'avait envoyé un message la veille du verdict. « Pardon d'avoir mis si longtemps. » Je lui avais répondu « Ce n'est rien. » La condamnation, c'est une chose. La suite, c'est autre chose. Isabelle n'était pas venue au procès. Je ne m'y attendais pas. J'aurais été surpris qu'elle vienne. Mais son absence avait quelque chose de définitif, comme un rideau qu'on tire. Le soir du verdict, je me suis retrouvé seul dans mon appartement. Je m'étais attendu à ressentir quelque chose, du soulagement peut-être, ou une forme de satisfaction. Mais ce que j'ai ressenti, c'était plutôt du vide. Ce vide particulier qui suit les grandes décisions irréversibles. J'ai appelé ma mère.
Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Elle avait dit la même chose quand j'avais eu mon diplôme, quand j'avais eu mon premier poste. C'était sa façon à elle d'être là, cette fierté régulière, tranquille, qui ne demande pas d'explication. J'ai raccroché. Le chat de ma mère, Gustave, un vieux tigré gris qu'elle m'avait donné 6 mois plus tôt, était installé sur le canapé. Je me suis assis à côté de lui. Et quelque chose s'est déposé dans ma poitrine, quelque chose qui ressemblait à une fatigue très ancienne. On s'est vu une dernière fois 3 semaines après le verdict. Sa demande, pas la mienne. Un café encore, un autre café, une autre table, un autre bout de Lyon. Il faisait froid, l'un de ces matins de novembre qui vous rappellent que l'été est vraiment loin. Elle était différente de la dernière fois, plus posée, comme quelqu'un qui a décidé quelque chose et qui sait ce qu'il va dire. Elle m'a dit qu'elle avait réfléchi, qu'elle avait essayé de comprendre, qu'elle ne remettait pas en cause les faits. Elle savait ce que son père avait fait, elle n'était pas aveugle. Mais tu m'as exclu, Thomas. Pendant des mois, tu as porté ça seul et tu m'as laissé à l'extérieur. Tu as pris cette décision, une décision qui allait changer ma vie, sans me demander mon avis, sans même me mettre au courant. J'ai dit, je ne voulais pas te mettre dans une position impossible. Elle a secoué la tête, je sais. Mais ce faisant, tu m'as mise dans une position encore plus impossible. Parce que quand j'ai su, quand tout a éclaté, j'ai eu l'impression d'avoir été protégée comme une enfant, pas aimée comme une partenaire. C'était juste. Je n'allais pas discuter. C'était juste et ça faisait mal précisément parce que c'était juste. Elle a bu une gorgée de café. Elle a regardé la rue par la fenêtre, puis elle a dit « Je pense que tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Vraiment. Mon père a fait des choses inacceptables et il méritait ce qui lui est arrivé. Mais entre avoir raison et être capable de construire quelque chose avec quelqu'un, ce n'est pas la même chose. » On s'est quitté sur le trottoir. Elle m'a embrassé sur la joue. Un baiser propre, définitif. Je l'ai regardée partir dans la rue. Elle a tourné au coin sans se retourner. Il y a des leçons qu'on apprend et qu'on est capable d'articuler proprement. Il y en a d'autres qui restent coincées quelque part entre la poitrine et la gorge et qui ne ressemblent pas encore à des mots. La leçon propre, celle que je peux formuler, c'est celle-ci. J'avais raison de dénoncer ce que j'avais découvert. Je le referai. Pas parce que j'ai du goût pour les conflits, j'en ai le moins possible, mais parce que l'alternative était de vivre avec ce silence, et ce silence m'aurait rongé de l'intérieur. Mon père avait raison. Les compromis, on ne sait jamais où on s'arrête. Mais Isabelle aussi avait raison. J'avais pris une décision majeure qui la concernait directement, sans lui faire confiance. Peut-être par peur, peut-être par une forme d'orgueil que je ne voulais pas nommer comme telle. J'avais voulu protéger, je l'avais dit, mais protéger quelqu'un sans lui demander son avis, c'est aussi une façon de lui signifier qu'on ne le croit pas capable de supporter la vérité. Est-ce qu'elle aurait pu supporter la vérité ? Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais su parce que je ne lui ai jamais donné la chance de l'apprendre. C'est ça la leçon dure, celle qui reste coincée. J'ai quitté Batimarone 6 mois après la condamnation. Pas parce qu'on me poussait dehors, René Portier m'avait au contraire proposé une promotion, mais parce que continuer à travailler dans cette entreprise, c'était continuer à vivre dans une histoire que je voulais pouvoir regarder en arrière. J'avais besoin d'espace. Je travaille maintenant dans un cabinet d'expertise comptable à Lyon, audit et conformité. Je gagne un peu moins. Je dors mieux. Bernard Chalvet a fait appel. L'appel a été rejeté il y a 6 mois. Il a commencé à purger sa peine. Je l'ai lu dans un bref article de presse locale. Je ne me suis rien dit de particulier en lisant ça. J'ai refermé l'onglet. Est-ce que j'ai des nouvelles d'Isabelle ? Non. Elle a épousé quelqu'un d'autre l'an dernier. J'ai vu une photo sur le réseau d'une amie commune. Un homme que je ne connais pas, souriant, dans un jardin en été. Elle avait l'air heureuse, vraiment heureuse, avec cette légèreté que je lui connaissais. J'ai regardé cette photo un moment, et je me suis dit, bien, vraiment bien. Ce n'est pas de la résignation, c'est autre chose,
quelque chose qui ressemble à de l'acceptation, même si ce mot fait un peu manuel de développement personnel. Il y a des histoires qui n'ont pas la fin qu'on voulait, et cette fin-là, avec tout ce qu'elle coûte, elle était la seule possible. Chers auditeurs, si vous êtes encore là, je vais vous dire une dernière chose. Je n'ai pas de conseils à donner. Je suis mal placé pour donner des conseils. L'homme qui a tout bien fait dans les livres de comptabilité et tout raté dans les livres de la vie intime n'est peut-être pas le mieux qualifié. Mais je peux vous dire ceci. Il y a des moments où vous devez choisir entre deux choses qui comptent toutes les deux énormément. Et dans ces moments-là, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste la réponse que vous pouvez vivre avec. Moi, je peux vivre avec la mienne. Pas sans cicatrice. Pas sans les nuits où je me demande ce qui se serait passé si j'avais fait autrement. Mais je peux la regarder en face, ma décision, et ne pas détourner les yeux. C'est peut-être ça l'honnêteté. Pas une vertu facile. Juste quelque chose qu'on porte avec soi. Et si vous êtes en ce moment dans une situation qui ressemble à la mienne, si vous savez quelque chose que vous ne devriez pas savoir, si vous avez un dossier dans la tête et une personne que vous aimez d'un côté et votre conscience de l'autre, je ne vous dirai pas quoi faire. Je vous dirai seulement, choisissez quelque chose que vous pourrez assumer dans 10 ans. Parce que c'est ça qui reste. Pas les décisions qu'on a prises pour les autres, celles qu'on a prises pour soi.